Merci d'être avec nous sur RFM Midi, le grand journal. À la une de l'actualité de ce vendredi 22 mars, les violences faites aux femmes, plus de 800 plaintes enregistrées à Mbour en 7 mois, les maris et les coépouses au box des accusés. Les problèmes d'état civil au Sénégal, la boutique des droits humains de Ziguinchor propose un plan spécifique de restructuration. Des centaines d'enfants sont sans pièces d'état civil, surtout dans les zones les plus affectées par le conflit casamançais. En politique, Talla Sylla, candidat à sa propre succession, le maire de Thiès compte briguer un deuxième mandat lors des élections locales de décembre prochain. Le grand journal à suivre l'actualité internationale avec Seydou Nourouba. Bonjour Anna Rocha. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se rend au Mali et au Burkina Faso, une 4e visite depuis 2014 à Bamako et la 2e à Ouagadougou. Une initiative de l'Allemagne, de la France et de la Côte d'Ivoire. Il s'agira de la mise en œuvre de l'accord de paix et la lutte antiterroriste dans un contexte d'expansion de la menace, notamment au Burkina Faso. Au Burkina Faso, 2 personnes, dont un maire, enlevées dans le nord du pays en proie à des attaques de plus en plus meurtrières et puis régulières. En Algérie, une nouvelle journée de manifestation ce vendredi. Les jeunes réclament la constitution du gouvernement, ce qui selon eux reste toujours une promesse. Rendez-vous dans 15 minutes pour le développement, juste après la page des sports de Malal Diagne Junior. Sadio Mané, heureux comme un gamin de jouer à Thiès, l'attaquant des Lions du Sénégal invite ses coéquipiers à finir le travail en beauté devant un public qu'il espère chaud bouillant pour la réception des Baréas de Madagascar demain samedi à Thiès. Thiès toujours devant l'actualité avec l'annonce de la construction d'un tout nouveau stade par le maire de la ville, Talla Sylla, qui était l'invité de RFM Matin, annonce que sa municipalité veut construire un stade aux normes dans sa commune. Handball pour finir, tournoi de la zone 2, les Lions du Sénégal obligés de battre la Guinée-Conakry avec la manière cet après-midi pour valider la qualification aux Jeux africains. Nous sommes vendredi, la chronique du jour est signée Charles Faye. Georges Détié-Diop nous rejoint en fin d'édition pour la revue de presse et puis point de vue, le système judiciaire sénégalais à la lumière de l'affaire Sayer Kébé. Quel commentaire, débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFM. En 7 mois, la maison de justice de Mbour a reçu plus de 800 plaintes de femmes ayant subi des violences, 834 plaintes très exactement. Beaucoup d'entre elles ont souvent des problèmes avec leur mari ou leur coépouse. Ces violences peuvent être physiques ou morales. Abdourahmane Diallo. De août 2018 à février 2019, la maison de justice de Mbour a reçu près de 1000 plaintes et 90% des cas ont été réglés à l'amiable, selon le coordonnateur Mamadou Diouf. Pour l'année 2018, on a fonctionné que 5 mois parce qu'il y avait des travaux de réflexion qu'il fallait faire. Mais sur 5 mois, on a eu à recevoir un total de 597 cas. Bon, pour 2019, pour le mois de janvier, on a 126 cas. Et pour le mois de février, on a 111. La plupart des victimes sont des femmes, soit elles ont des problèmes avec leur mari ou avec leur coépouse. Depuis fin 2017, donc 2018-2019, ce sont surtout les problèmes de couple. En avant, on avait surtout les problèmes de tontine. Mais depuis 2017, on a constaté que ce sont les problèmes de couple qui reviennent le plus souvent. Que ce soit en information, que ce soit en médiation. Et sur les problèmes de couple, c'est surtout des problèmes de violence physiques, mais surtout des violences morales. Selon toujours le coordonnateur de la maison de justice de Mbour, leur structure permet de désengorger les tribunaux, mais aussi de résoudre les problèmes sans une condamnation pénale. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. La boutique des droits humains de Ziguinchor réclame un plan spécifique de restructuration de l'état civil, surtout dans les zones très affectées par le conflit casamançais. Les audiences foraines ne suffisent pas à régler le problème. C'est l'avis de la coordinatrice de cette structure qui s'active dans l'accompagnement juridique des femmes. Les précisions de Lamine Ba à Ziguinchor. La politique de restauration de l'état civil menée par les autorités dans des zones très affectées par le conflit en Casamance est axée principalement sur les audiences foraines ne peut résoudre le problème. La complexité de la question requiert l'adoption d'un programme spécial pour faire face à ce problème. Ndéastou Goudiaby est la coordinatrice de la boutique des droits de Ziguinchor. Parce que nous étions dans un contexte qui a valu à plusieurs personnes d'être déplacées de gré ou de force. Parce qu'une personne qui doit s'exiler pour sauver sa vie n'est pas en mesure de pouvoir
sauvegarder les États le concernant. Donc toutes ces personnes qui ont pu se déplacer, ils ont eu des enfants là-bas. Ces enfants-là n'ont pas pu bénéficier de l'état civil. Aujourd'hui donc, si ces personnes reviennent pour pouvoir étudier ou se soigner et qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir bénéficier de ces services, ça pose problème. Donc Ziguinchor constitue une région spéciale qui a besoin des audiences, pas foraines simplement, mais aussi des audiences spéciales. Les séances de consultation juridique gratuites menées récemment par la boutique des droits de Ziguinchor, de concert avec la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, révèlent l'ampleur du nombre de personnes inconnues des services d'état civil en Casamance. D'où l'appel pressant en faveur d'une politique spécifique sur la question. Le chiffre est colossal. Parmi les 100 personnes qu'on a reçues, 90% portent sur l'état civil. C'est un cri de cœur qu'on lance auprès de ces autorités pour faire bénéficier ces enfants-là de leurs droits qui est le plus fondamental, l'enregistrement à l'état civil. La coordonnatrice de la boutique des droits humains s'exprimait lors d'un atelier consacré à la planification de stratégies à mettre en œuvre dans la perspective de l'éradication définitive de la violence à l'encontre des enfants à l'actif de l'ONG Save the Children. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Plusieurs localités du pays manquent de cette denrée, une situation que dénonce le Forum social mondial. Selon Mignane Diouf, c'est à cause d'une mauvaise politique d'exploitation des sources d'eau. Le coordonnateur du Forum social mondial pense que la nappe phréatique n'est pas assez exploitée. On l'écoute. Le Sénégal fait partie des pays les mieux servis en nappe phréatique. Nous avons une source d'eau pratiquement de très bonnes réserves et le Sénégal doit avoir la capacité de mieux alimenter ses populations en termes d'eau. Le problème, c'est un problème d'investissement et un problème technique. Ces problèmes techniques d'investissement donc sont soutenus par un problème d'option et de priorisation politique. Il faut donc en faire une volonté et voir dans le secteur de l'hydraulique comment utiliser la nappe phréatique du Sénégal. Dans le centre du pays, c'est vrai qu'il y a un peu de salinité, mais il y a le moyen de juguler cela. Donc c'est une question de disponibilité technologique et de décision politique. Mais l'eau existe au Sénégal en nappe importante, en source importante. L'eau existe au Sénégal avec les différents fleuves. Il nous faut voir donc quelles sont les priorités et quelles sont les urgences à régler dans ça et quelles sont les technologies qu'il nous faut. Très normalement, on ne devrait pas être dans ces conditions actuelles. De Foundiougne jusqu'à Mbam, c'est une nappe importante qui est là, mais qui est mal exploitée, mal coordonnée. Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum social mondial, au micro d'Aminata Goudjabi à Fatick. Dans les foyers, on constate que l'économie de l'eau pose problème. Trop de gaspillage, dénoncent certains Dakarois rencontrés ce matin par Asigaïa. L'eau, source de vie, un liquide précieux qui la plupart du temps est mal économisé dans les ménages. Nabou est restauratrice. Trouvée en train de laver ses vaisselles, elle ne cautionne pas le gaspillage de l'eau. Je ne cautionne pas le gaspillage de l'eau. Chaque jour, je mets en garde mes enfants. L'eau est précieuse et on ne peut pas s'en passer. Et les factures sont très chères. Dans tous les travaux, on a besoin d'eau. Donc, économisons-la. Il est père de famille et agent de sécurité de profession. Moussa ne passe pas ses journées chez lui, mais il partage la position de Nabo. Quand tu te lèves tôt après le bain, tu quittes la maison. Tu ne reviens que le soir, donc tu n'as pas le temps de gaspiller de l'eau. J'aime beaucoup l'eau, mais je ne la gaspille pas. Face aux difficultés de la vie, l'utilisation de l'eau doit être rationalisée. C'est la conviction de cette mamie qui faisait des kilomètres à l'époque pour se procurer le liquide précieux. Fatou Sanoro. À notre époque, on ne gaspillait pas l'eau car les robinets ne coulaient presque pas. Il m'arrivait de faire des kilomètres pour en avoir. C'était très dur. Que les consommateurs pensent à ceux qui n'en ont pas et que les autorités les assistent aussi. L'eau, une denrée rare et précieuse. Un devoir pour tout citoyen de la préserver et de l'économiser. Le secteur de la téléphonie mobile face au boom des OTT, ces applications sur Internet qui nous permettent d'échanger ou de communiquer à moindre coût. Le malheur des opérateurs fait le bonheur des consommateurs. WhatsApp, Messenger, Skype font désormais partie du quotidien de nombreux Sénégalais et ils ne sont pas du tout prêts à lâcher l'affaire. Le reportage est signé Cher Sorna Antandiaï.
crédit ak connexion ban nga si mën ñàkk fi mu toll nii. Bon fi mu toll nii connexion laa gën a soxla. Comme lui, ils sont nombreux ces Sénégalais qui ne peuvent plus se passer de connexion internet. WhatsApp permet à ce couturier de mieux interagir avec ses clients. Khadim Pen explique. dama koy utiliser parce que dafay am léegi ay clients yoo xamante ne dañuy nekk extérieur xam nga. Je communique sur WhatsApp avec mes clients qui se trouvent à l'étranger. Je leur envoie des modèles et vice versa. Ce serait impossible avec les appels tarifés. li nga si bëgg a liggéey nga def ko ci publier ko bokkut ak appel normal quoi. El Hadj Maguette Touré, lui, pense que ce canal de communication est certes efficace, mais que le coût des forfaits sont exorbitants. Des fois mois bi damay jënd page mais su ma jëndee page mois bi. Le mois, je peux dépenser 2000 francs ou 5000 francs CFA. Ça prend trop d'argent. Je pense que les appels normaux sont moins chers, mais que WhatsApp est plus efficace par rapport aux photos et vidéos. Malgré les dérives notées sur ces applications Internet, sur WhatsApp en particulier, elles continuent de répondre aux besoins de bon nombre d'utilisateurs. Merci d'écouter le grand journal sur RFM, il est midi 11. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. L'actualité politique avec les élections locales de décembre prochain. Talla Sylla déjà sur la ligne de départ. Il est candidat pour un deuxième mandat à la tête de la mairie de Thiès, la ville de Thiès dont il propose la refondation à l'image de Dakar et Guédiawaye, plus clairement pour que la commune couvre le département. Talla Sylla était l'invité d'RFM Matin. Aujourd'hui, la ville de Dakar correspond au territoire du département de Dakar. La ville de Pikine correspond au territoire du département de Pikine. C'est la même chose à Guédiawaye. La ville de Thiès également devrait avoir cette configuration. À mon avis, si nous parlons de développement, nous devrons aller vers ça. Refondre la ville de Thiès, qui est en réalité une commune, entourée par 12 autres communes du département. Et nous pourrions négocier avec nos amis du département de Tivaouane pour éventuellement avoir Chérif Lo, Morolan, qui sont en réalité dans Thiès. Alors, c'est la perception des Thiessois. Il n'est même pas exclu de voir comment aller même jusque vers Notto-Gouye-Diama. Ça permettrait d'avoir un espace critique qui correspondrait à la vision du chef de l'État qui parle dans la deuxième phase de l'acte 3 de pôle territoire. Aujourd'hui que nous avons l'aéroport, ça permettrait d'aider Dakar à respirer. Depuis 2007, de part de dédakarisation du Sénégal. Maintenant, au-delà de ça, il nous faut aller vers une révision du mode de scrutin. Il faut élire les maires au suffrage universel direct. Ça permet aux populations de savoir pour qui elles votent. Alors, l'électeur a besoin de savoir qui est devant lui. C'est ça le mandat en réalité. Après, les électeurs eux-mêmes pourraient élire les conseillers au niveau de chaque quartier au prorata de la population. Ça permettrait d'assurer une bonne représentation et d'éviter que les conseils ne fonctionnent sur des bases partisanes ou sur des bases, disons, politiciennes. C'est mon avis. Mais déjà, vous avez envie de continuer. Mais c'est la suite logique des choses. Moi, je suis au service des Thiès. Même avant d'être maire, j'étais au service des Thiessois. Les Thiessois le savent. Et j'entends poursuivre donc mon action au niveau des Thiessois. Donc, bien entendu, je suis candidat pour poursuivre le travail au niveau de la ville de Thiès, mais dans des conditions beaucoup plus sereines. L'appel des habitants de Ndouloumadji à leur fils Macky Sall, ils demandent au chef de l'État de faire le bon choix dans la formation du prochain gouvernement, ne pas tenir compte uniquement des appartenances ethniques et politiques. Ali Bandelnian était à Ndouloumadji. À quelques jours de sa prestation de serment, les parents du président Macky Sall ont appelé au grand rassemblement à Ndouloumadji. Face aux manœuvres et autres pressions, les populations du village d'origine du président de la République invitent leurs fils à ne pas se baser sur l'appartenance politique, mais de prioriser la compétence pour la formation du prochain gouvernement. Ces propos de son oncle, le vieux Harouna Sall, sont traduits par Saliouba. Et qu'il sache qu'aujourd'hui qu'il est le président de tous les Sénégalais, de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Le Sénégal est un seul pays indivisible. Vraiment qu'il donne toute personne une place qu'il mérite, qu'il continue son programme et qu'il lui a donné vraiment des résultats. Chez les parents du chef de l'État, cette réélection représente un très grand espoir du peuple sénégalais. D'où cet appel de Ibrahim Ali, le chef de village de Ndouloumadji. Qui est un enfant qui a été très bien éduqué. Il connaît bien l'immensité même de cet espoir. Aujourd'hui, ce que nous lui demandons, c'est de continuer son travail. Maintenant, il y a des bruits qu'on entend, même des gens qui sont en prison. Si aujourd'hui, le peuple sénégalais veut qu'il peut lui-même pardonner, nous ne nous y opposons jamais. Mais l'essentiel, c'est qu'il travaille. Le peuple est pressé de le voir continuer son œuvre. Faut-il rappeler qu'au scrutin du 24 février dernier, le candidat Macky Sall a gagné l'ensemble des bureaux de vote de Ndouloumadji avec un taux de 99,55%. Matam, Ali Bandelnian, RFM.
Et puis ce rassemblement de protestation contre la montée des extrémismes dans le monde, c'est après la prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar. La manifestation fait suite à la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, une initiative de l'Alliance des musulmans du Sénégal. Elle compte dénoncer l'islamophobie qui, selon son coordonnateur, risque d'anéantir les minorités musulmanes à travers le monde. Adam Amboub au téléphone de Georges Détchijop. On s'est dit qu'il faut qu'on manifeste déjà vigoureusement notre indignation, mais aussi qu'on proteste contre l'impunité qu'il y a contre la poussée d'un certain radicalisme et d'une certaine islamophobie qui progresse impunément à travers les réseaux sociaux. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de lois contre l'antisémitisme et des condamnations fermes. Dernièrement, même en France, des nouvelles lois qui ont été érigées pour protéger les juifs. Et pourtant, les musulmans aujourd'hui sont une minorité qu'on laisse à la merci des extrémistes. Et on voudrait protester contre vraiment ce laisser-aller et ce manque de dénonciation et de manque de prise en considération de cette minorité que constituent les musulmans dans ces pays. Nous félicitons vraiment la réaction de certaines, effectivement, autorités religieuses et étatiques, mais je pense que la réaction doit être plus organisée et plus vigoureuse, plus énergique. Parce qu'aujourd'hui, personne n'ose plus toucher à un juif où qu'il soit dans le monde. Un juif qui est touché au Sénégal ou quelque part ici, c'est d'autres juifs aux États-Unis, en Allemagne, tous qui se liguent immédiatement, qui se lèvent comme un seul homme pour vraiment que ça ne se répète plus. Donc ça doit être la même solidarité et la même vraiment énergie qu'on doit manifester au niveau de la communauté musulmane au Sénégal, mais aussi dans le monde. RFM. L'actualité internationale. Vous êtes là pour la page internationale à midi passé de bientôt 17 minutes. D'abord la lutte antiterroriste, le Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso. Oui, Anna, la mise en œuvre de l'accord de paix et la lutte antiterroriste dans un contexte d'expansion de la menace au Burkina Faso au menu des discussions. Une initiative de la France, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Cette année, la recrudescence des attaques terroristes au Mali seront également au centre d'une réunion ministérielle à New York le 29 mars prochain. Mamoudou Aïchandia nous en dit plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU est en déplacement au Mali et au Burkina Faso jusqu'à dimanche. Une 4e visite depuis 2014 à Bamako et la seconde visite à Ouagadougou dans la capitale de Burkina. La mise en œuvre de l'accord de paix et la lutte antiterroriste et de l'évolution de la menace au Burkina Faso sont au menu de cette visite du Conseil de sécurité dans cette partie ouest africaine. La France poursuit son action diplomatique et réaffirme son soutien pour bouter ce fléau du terrorisme hors du Sahel, tandis que Washington ne veut pas s'engager pour un financement durable de la force antiterroriste dans le G5 Sahel. Le devenir de la MINUSMA, l'Organisation des Nations Unies au Mali et la sécurité dans cette partie de l'Afrique sont au menu de l'agenda de cette visite du Conseil de sécurité. Au Burkina Faso, Seydou, 2 personnes dont un maire ont été enlevées dans le nord du pays. C'est cela, Anna, et c'est l'œuvre d'hommes armés non identifiés. Depuis 4 ans, les régions du nord et de l'est du pays subissent des attaques meurtrières et régulières des localités qui sont souvent la cible de plusieurs enlèvements. Luana Polino. 2 personnes dont un maire ont été enlevées dans le nord du Burkina Faso ce jeudi 21 mars. Le maire qui a disparu vient de la commune rurale Makoy. Située dans le nord du pays, elle est sujette aux attaques djihadistes. Le Burkina Faso est empreint depuis 4 ans à des attaques djihadistes et les enlèvements se multiplient. Les élus et les fonctionnaires sont la cible de ces enlèvements qui permettraient aux djihadistes de faire déserter certaines zones étatiques. Lundi déjà, 2 enseignants burkinabés avaient été retrouvés morts à Koutoukou. Avant cela, un prêtre avait été enlevé près de Djibo à la frontière du Mali. Le nord du pays et l'est sont devenus des zones d'insécurité depuis 2015. Les djihadistes d'Ansarul Islam et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans seraient les auteurs de ces attaques récurrentes. Plus de 300 morts en 4 ans qui laissent les forces burkinabées incapables de stopper ces violences. Anna Polino, merci. Et puis en Algérie, alors que les responsables du FLN et du RND, 2 partis de l'alliance présidentielle, ont annoncé qu'ils soutenaient les revendications populaires en Algérie. On se prépare à manifester ce vendredi à travers tout le pays. Et ce sont les jeunes Algériens qui réclament un changement. Pour eux, les annonces politiques n'ont rien changé. Le cyclone Idai, l'une des pires catastrophes qu'ait connue l'Afrique australe et le pays le plus durement frappé, le Mozambique,
242 décès enregistrés sont le ministre de l'Environnement et du Développement rural qui ajoute que c'est dans cette ambiance dure que les Mozambicains tentent de reprendre la vie. Il n'y a pas que le Mozambique, le Malawi aussi, où le gouvernement a recensé 56 décès. Un barrage menace de céder si les pluies élevant venaient à se poursuivre. Merci beaucoup, Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le système judiciaire sénégalais à la lumière de l'affaire Sayer Kébé. Quels commentaires? On en parle aux environs de 12h35 avec Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme, et Maître Hassan Diomandiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. RFM Sport. Avec nous, Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna. À la une des sports du football et ce match Sénégal-Madagascar de demain samedi, Sadio Mané en parle. Il en parle, il est tout heureux de jouer à Thiès. C'est un rêve de gamin qui se réalise. Pour autant, il invite ses coéquipiers à se battre pour finir le travail comme on avait commencé afin donc d'occuper la première place du groupe. Sadio Mané parle également de ses ambitions pour la prochaine CAN qui va se jouer en Égypte. Ce sera donc au courant de cette année. Sadio Mané s'est confié dans un entretien au service de presse de la Fédération sénégalaise de football. Jouer à l'Adior aujourd'hui, je crois que c'était un rêve pour moi, donc je suis tellement content. J'étais à Thiès au moment où le Sénégal jouait contre la Gambie. J'étais en vacances à Thiès parce que j'ai une famille à Fayoudo, c'est 10 minutes à pied de l'Adior. Donc je me rappelle quand je passais là-bas, j'ai dit à mon ami, j'aimerais jouer 11 jours dans ce stade. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de jouer là-bas, donc tant mieux pour moi parce que je ne m'imaginais pas jouer à l'Adior. C'est un plaisir de jouer à Thiès, surtout devant la famille, les fans aussi, parce qu'il ne faut pas obliger beaucoup de fans à Thiès. Puis autant mes coéquipiers aussi, donc ça sera un plaisir pour nous de jouer là-bas et surtout de prendre du plaisir et à gagner ce match là-bas. Parce que je pense qu'on est favori, il faut le reconnaître. Après, il faut aussi le démontrer sur le terrain. Et je pense qu'on le fera le samedi pour gagner ce match parce que pour nous c'est important. Donc, pisser à domicile devant notre public. Et maintenant, on va essayer de les faire plaisir, surtout de la belle manière. Et la majorité a joué une CAN ou deux. Comme le cas, ça va être notre troisième CAN. Donc, on a un peu l'expérience, donc on va essayer là-bas avec sérénité surtout et avec sans pression. Aller là-bas et faire tout pour gagner la CAN, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. À 24 heures de cette rencontre qui sera suivie en direct sur RFM avec tout le desk sport qui va se déployer dans la capitale du rail, la ferveur monte d'un cran à Thiès à la veille de cette rencontre Sénégal-Madagascar. L'engouement est noté dans la ville de Bouba Diakhao et de Albourilar, nous dit Mamoudou Aïchendiaï. Thiès, en plus d'être berceau du rail sénégalais, est bastion de sport et de football en particulier. L'affluence notée ces derniers jours au stade Lat Dior, lors des séances d'entraînement des Lions du Sénégal, révèle à plus d'un titre l'ancrage d'une passion dans le cœur des Thiessois. Les palabres et autres débats sur le match Sénégal-Madagascar au royaume de Bouba Diakhao, de Dame Ndoye et autres attaquants comme Albouriar prouve que le génie est une longue sueur. La présence de centaines de fans témoigne que la ferveur sportive fait partie de l'ADN de cette ville qui est Thiès. Pourtant, pendant des années, les furus du ballon s'agglutinaient aux abords du CNEPS de Thiès pour admirer Roger Mendy, Jules-François Bocandé, Thierno Youm et Joseph Koto. De nos temps qui courent, le stade Lat Dior de Thiès, avec ses installations nouvellement remises, font l'attraction et il ne reste qu'à piaffer des entrechats et autres dribbles d'un 11 national auréolé d'une qualification à une Coupe d'Afrique avant coup d'envoi. Souhaitons simplement, pour redorer un blason d'ambiance, que le public thiessois attend avec ferveur et enthousiasme la fête belle et victorieuse. Mamadou Aïchendiaï, la fête, elle sera belle puisque les Thiessois ont promis la grande mobilisation pour pousser les Lions du Sénégal vers le succès. La mairie n'est pas en reste. Mieux, le maire annonce la construction prochaine d'un tout nouveau stade à Thiès, Talasila, qui était l'invité de RFM Matin, l'a dit à Georges Detchedjop. En tant que ville de Thiès, nous avons élaboré un plan de développement de la ville, présenté devant le Premier ministre le 5 mai dernier. Plan
qui contient donc 75 projets pour un montant de 78 milliards 725 millions. Et parmi ces 75 projets, il y a la construction d'un grand stade dans la ville de Thiès. Nous comptons sur, bien sûr, l'État du Sénégal, mais sur nos nombreux partenaires techniques et financiers pour réaliser ce grand projet, pour le grand bonheur non seulement des sportifs thiessois, mais de tous les Sénégalais, éventuellement des partenaires du Sénégal qui pourraient y jouer. Quelle est la capacité de ce stade que vous voulez construire à Thiès et où est-ce que vous voudriez le construire? En fait, nous avons un espace aujourd'hui qui a besoin d'être d'un décret du président pour être régularisé, où nous allons donc construire la nouvelle ville de Thiès. Mais pour ce qui concerne donc la capacité de ce stade, nous entendons dans le cadre des concertations donc échanger avec tous ceux qui pourraient être concernés pour définir justement cet élément essentiel donc dans l'élaboration donc de ce plan précis pour le stade. Nous aurons à échanger avec les sportifs thiessois et puis les connaisseurs d'ailleurs pour voir comment construire ce stade qui ne sera pas que le stade des Thiessois, mais ce sera le stade des Sénégalais ou des Africains établi à Thiès. Un stade ultra moderne, c'est notre ambition. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, nous avons dit que notre ambition c'est de faire de Dakar la première banlieue de Thiès. Ça commence bien. L'actualité des sports, on le rappelle donc, Malal, ce match Sénégal-Madagascar demain samedi à suivre en direct sur RFM à partir de 19h. 18h. 18h. On prend l'antenne à 18h. D'accord. Donc la suite de cette page des sports du handball, les Lions du Sénégal visent la qualification aux Jeux africains. Battus à l'aller par la Guinée 21-18, les Lions du Sénégal sont tenus de battre la Guinée avec la manière et sur le bon score pour valider leur qualification pour les prochains Jeux africains. Match prévu aujourd'hui à Conakry à partir de 17h La Rochana. Et on termine avec du basket. Avec la Coupe Saint-Michel, le tableau des demi-finales est connu avec un choc qui va opposer l'AS Douane à l'équipe du Dakar Université Club. À noter également le demi-finale qui va mettre aux prises l'Union sportive de Ouakam à la Jeanne d'Arc de Dakar. Au programme également pour la 10e journée chez les filles. Au programme ce vendredi, l'équipe des Flying Stars joue contre le Dakar University Club Giraffe de Fus, l'UCEPT ou bien l'USEPT. La suite durant le week-end et chez les hommes, un match au programme ce vendredi. Mermoz joue contre l'US Rail. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Il est midi 27 minutes sur RFM. RFM, reportage. Les séries et téléfilms sénégalais ont la cote. Les personnages féminins surtout séduisent. C'est parce que beaucoup de femmes sénégalaises semblent trouver de réelles similitudes entre leur quotidien et le vécu de leurs personnages favoris. Un sujet de Aram Falchoun. Plébiscité, largement débattu sur les réseaux sociaux et faisant parfois l'objet de controverses, les séries sénégalaises ont le vent en poupe. Les personnages féminins en particulier séduisent les Sénégalaises. Mademoiselle Sall, étudiante en marketing, est une fidèle spectatrice de la série Maîtresse d'un homme marié. Propos de Mademoiselle Sall et de Maria Madjou. Depuis que la série a commencé, je la suis du premier épisode au 9e. Toute la nuit, je regarde cette série. Je ne la rate pas. La vie des personnages féminins de nos séries est conforme au vécu et à l'expérience des femmes de ce pays, de la vie de Mademoiselle Sall, qui vit une situation similaire à celle de son personnage favori. On peut dire que tout ce qu'elle joue là, c'est quelque chose qui existe dans la vie courante. Si je prends l'exemple de Serim Bertel, je vois que Rouba, elle incarne la vraie réalité, les mots qu'on vit dans la société sénégalaise. Parmi les rôles les plus appréciés de la gente féminine figure l'épouse modèle, résiliente et compétente dans la gestion de son foyer. Mademoiselle Sall. Il y a la fameuse Lala, c'est une femme vraiment exemplaire et battante qui sait très bien gérer son foyer. Ces séries, dont certaines sont accusées de dépraver nos mœurs, ne semblent pas choquer nos interlocutrices. Au contraire, elles les trouvent réalistes et conformes à leurs expériences. Il convient cependant de rappeler que ces programmes ne sont destinés qu'aux adultes. RFM, la chronique du jour. La chronique hebdomadaire de Charles Fay. Sommes-nous devenus durs comme le métal, froids comme la mort, noirs comme l'enfer? Plus les jours passent, plus je me demande où avons-nous la tête et le cœur, tant nos quotidiens se colorent en sang et se disloquent en chair déchiquetée. Dans nos foyers, sur les routes, du nord au sud, d'est en ouest, bien au-delà de nos frontières, nous écrasons, incendions, tuons, tels des serial killers aux égos surfaits, assoiffés de règlements de compte et vengeance, sous une figure balafrée par la marque déposée d'une déconfiture sociale globale. Nous jadis, inventeurs de la teranga si paisible,
Capables du meilleur, nous voilà qui nous illustrons dans la pire des horreurs de Dom Ureo, l'éventreur, le tortionnaire sanguinaire, l'égorgeur, dans l'indifférence générale. Notre extraordinaire ne s'émeut même pas de l'ordinaire de nos turpitudes. Comment en est-on arrivé là? Le Sénégal, cette terre d'accueil si enviée des autres, qui lui dit? Il n'y a peut-être pas de quoi redouter de voir nos passeports estampillés refus par des chancelleries occidentales de plus en plus soucieuses des montées nationalistes dans leur bastion démocrate en mal d'offres sociales équitables. Ce d'autant que la révolution en marche résonne à pas de charge sous les bourrasques sociales de gilets jaunes en France et ailleurs en Europe. Mais autant savoir et anticiper, car l'avenir du monde qui s'inscrit en pointillé dans cette démondialisation ne nous fera aucun cadeau. Nous autres Sénégalais, à la teranga éprouvée, avons intérêt à ne marquer le présent et l'avenir d'une empreinte indélébile contraire à nos mœurs, hostile au savoir-vivre ensemble universel, dont les résonances ont pour nom Jamagen, Karial, Ben Barak. Ces quartiers aux expressions manifestes et certaines d'ancrage religieux et de foi enlapée, soutenus et nourris par notre élégance, notre respect et l'attitude made in Sénégal. Aurions-nous oublié? La violence verbale, devenue monnaie courante, avec pignon sur rue dans les QG politiques aux angles réduits, ne peut prospérer tout comme la banalisation du sang qui baigne nos quotidiens, l'enjambement sociétal qui dicte sa loi, l'indiscipline généralisée, les frustrations sociales et l'intolérance politique, nées des caniveaux et l'idéologie de l'alimentaire. À nous de décider. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Diti-Diop. Entre Maître Wade et Cheikh Amar, c'est maintenant la paix des braves. Le contentieux autour de 5 milliards de francs CFA est vidé. Le journal LAS révèle que l'ancien président a retiré sa plainte contre Cheikh Amar. Selon mon confrère, Abdoulaye Wade a saisi son avocat, Seydou Diagne, pour lui demander de faire radier définitivement cette affaire du rôle du tribunal, ce qui est loin d'être le cas dans l'affaire d'escroquerie à la Banque de l'Atlantique. L'observateur traite du sujet et souligne que le montant porte sur 9 milliards de francs CFA. Tout serait parti d'une plainte du groupe Allegro. Selon l'observateur, la chambre d'accusation a demandé dans un arrêt le renvoi de l'ex-DG de la Banque Atlantique et 4 agents devant le doyen des juges aux fins d'inculpation. Ils devront répondre sur les raisons pour lesquelles ils ont accepté de prendre comme hypothèque des biens appartenant à la société Allegro sans libérer le prêt de 9 milliards. La plainte remonte au 16 février 2016. Une affaire qui continue de défrayer la chronique, c'est celle relative à l'incendie d'un bus scolaire à Milan, en Italie. L'auteur présumé, Ousseynoussi, fait parler de lui en Italie. Dans la presse sénégalaise aussi. Vox Populi, Tribune, Les Échos et Réumi ne lâchent pas l'affaire. Vox Populi fait savoir qu'en Italie, de nombreuses voix réclament qu'Ousseynoussi soit déchu de sa nationalité italienne. Ainsi, le journal titre « L'Italie bouillonne de colère ». Pour Les Échos, Ousseynoussi met l'Italie sens dessus-dessous. Les Échos indiquent qu'il est inculpé pour prise d'otage, massacre, incendie et terrorisme. Mais son avocat soutient que son geste est irréfléchi. Il est athée et n'a aucun lien avec le terrorisme. Sortie qui ne semble pas atténuer la colère du ministre italien de l'Intérieur. Pour lui, ce méchant doit payer pour tout. Le procureur italien a aussi parlé et ses propos sont rapportés par Les Échos. Selon Alberto Nobili, Ousseynoussi avait enregistré une vidéo où il disait « Afrique, soulève-toi, ne venez plus en Europe ». Vidéo qu'il avait diffusée auprès de ses amis jusqu'au Sénégal. Au Sénégal, au Parti socialiste précisément, le quotidien
a relevé des contradictions sur l'appel au retour des exclus. Le porte-parole Abdoulaye Wilane et son adjoint maître Moussa Bocar Thiam, qui ne parlent pas le même langage au point que le quotidien se pose la question de savoir si Wilane est allé au-delà du communiqué du PS à l'issue de la 12e session de son bureau politique. En tous les cas, selon le journal, des membres y sont allés de leur précision. C'est le cas de Kadiali Gassama pour qui le Parti socialiste n'a jamais tendu la perche à qui que ce soit. Et Moussa Bocar Thiam qui affirme qu'ils n'ont jamais demandé aux exclus de revenir dans le parti. Réaction de Wilane qui porte la réplique à son adjoint. Il considère que Moussa Bocar Thiam est omnibulé par des positionnements et par ses intérêts. Ce n'est pas tout. Wilane brandit une vidéo dans laquelle Ousmane Tanor Dieng déclare, je le cite, que tous les camarades qui, à un moment ou à un autre, ont quitté le parti ou en ont été exclus, s'ils veulent revenir, il n'y a pas de problème particulier. Politique toujours, le journal Enquête s'intéresse au financement jugé nébuleux des campagnes électorales et fait état d'une démocratie piégée. Les photos des 5 candidats à sa une, Enquête affirme que l'argent a coulé à flot lors de la présidentielle dans une opacité entretenue. Une situation qui n'est pas sans risque et il pèse sur la gouvernance et la souveraineté nationale. Alors, des solutions s'imposent. Le secrétaire général du GRADEC préconise de fixer un plafond pour les dépenses de campagne. Qui pour sauver Léopold? L'interrogation barre la une de Source A. Il est question de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Constat du journal, après les prédateurs fonciers, place à une cascade de vols de matériel à l'aéroport militaire. Source A nous apprend qu'à l'aérogare, les voleurs n'épargnent rien. Le matériel lourd, comme le système d'acquisition dynamique, les convoyeurs à bagages, les vols subissent la loi des voleurs. Mon confrère précise que les quelques éléments de la brigade batterie font tout mais souffrent le martyre pour pouvoir veiller sur ce très vaste périmètre aéroportuaire. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des TIC, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Midi 37 minutes, point de vue, on y est en ligne avec nous, Maître Pape Sène, le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Bonjour Maître Sène. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Maître Hassan Diomone Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Sayer Kébé, Maître Hassan, finalement sera jugé mercredi prochain. Après 4 ans de détention préventive, après des jours de grève de la faim et disons aussi un peu de tapage médiatique, est-ce que ça vous met en colère un peu tout ça, Maître Hassan Diomone Ndiaye? Oui, surtout que c'est à la suite de ce tapage que vous dites qu'on s'est précipité pour enrôler une affaire comme si la justice devait agir sous le coup de la pression. Mais au-delà, je pense que nous avons de réels problèmes structurels, institutionnels, qui font que finalement on est toujours à ces détentions, ces longues détentions disproportionnées, qui portent atteinte à la présomption d'innocence et qui finalement créent des préjudices irréparables dans le cas d'un acquittement ou même d'une peine légère comme dans le cas de Ousseynou Diop où après pratiquement 4 ans, il n'a été condamné qu'à 3 mois avec sursis. Vous voyez, les conséquences sont dramatiques, elles sont énormes et elles sont irréparables. Je pense que c'est surtout ça qui pose problème et nous devons certainement y réfléchir et apporter des correctifs. Maître Pape Sène, vous comprenez un peu ce coup de gueule du président de la Ligue sénégalaise des droits humains? Oui, je peux le comprendre. Je dois d'abord saluer mon confrère Maître Hassan Diomone Ndiaye. Je peux le comprendre. Mais il faudra qu'on trouve l'explication. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas simplement de comprendre ce coup de gueule de Maître Hassan Diomone Ndiaye, mais il faut interroger notre système juridique et judiciaire. Oui, est-ce qu'il n'y avait pas moyen quand même d'être un peu plus tolérant à l'égard de ce jeune lycéen qui dit, il a juste fait une erreur?
Mais c'est ça que je dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on interroge notre système juridique et judiciaire. Vous savez, quand on fait un petit rappel, nous avons un système juridique sur le plan des textes et un système judiciaire sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de notre justice qui est d'inspiration romano-germanique. Et ça, si on le dit, on pense beaucoup plus à la France. Et vous savez, depuis très longtemps, il y a eu des réformes qui sont opérées. Et pour le cas d'espèce, nous sommes dans le cadre d'une infraction qui a fait l'objet d'une réforme en 2016 avec la réforme du code pénal, mais également la réforme du code de procédure pénale. Parce que nous sommes dans le domaine criminel. Et quand on est dans le domaine criminel, effectivement, notre système juridique fait que la détention provisoire est illimitée. Parce que là, nous parlons d'actes terroristes et autres actes assimilés qui sont donc considérés comme des actes criminels. Et quand il y a une information judiciaire qui est ouverte, au départ, le juge d'instruction n'est assujetti, n'est enfermé dans aucun délai. Ça, c'est le système qui le fait. Dans d'autres infractions assimilées délits, l'article 127 bis s'oppose à ce que l'instruction se prolonge au-delà de 6 mois, et sinon la personne est libérée d'office. Mais en matière criminelle, malheureusement, avec notre système juridique, la détention provisoire est illimitée. Et c'est là où peut-être qu'il faudra mener la réflexion pour essayer de voir, parce que comme mon confrère Maître Hassan Diomanga l'a dit, effectivement, il y a un certain nombre de droits à sauvegarder de la part de la personne détenue, la présomption d'innocence. Parce que quand la détention atteint 4 ans, effectivement, on peut se poser des questions. Mais là, donc, il va falloir faire un retour en arrière et opérer des réformes par rapport à notre code de procédure pénale, faire de telle sorte que la détention provisoire en matière criminelle ne soit plus une détention illimitée dans le temps, mais au moins que la détention soit limitée dans le temps, parce qu'il y a 2 impératifs. Pour expliquer un peu cette détention illimitée en matière criminelle, c'est d'abord, il faut donner le temps au juge d'instruction parce que l'infraction est lourde de pouvoir mener son enquête. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on revienne sur ça pour essayer de voir dans quelle mesure opérer des changements, d'autant plus que il y a quand même des pas qui ont été faits. Parce qu'au moment où je vous parle, prenant conscience des longues détentions dans notre pays, il y a eu une réforme qui a été faite. Le double degré d'instruction a été supprimé. Parce que le double degré d'instruction en matière criminelle tendait à rendre la détention beaucoup plus longue. Aujourd'hui, en matière criminelle, il n'y a qu'une seule phase d'instruction. On ne passe plus du juge d'instruction à la chambre d'accusation, mais à partir du juge d'instruction, on peut directement aller devant la chambre criminelle. Je pense que c'est des réformes comme ça qu'il faudra opérer pour essayer de réduire autant que faire se peut le temps de détention, parce que la longue détention, effectivement, nuit aux droits de la personne détenue, mais également porte atteinte à un certain nombre de principes tels que la présomption. Et oui, surtout en ce qui concerne ce jeune Sayer Kébé, il n'y a pas vraiment eu de crime. Oui, mais l'instruction de départ, parce qu'en réalité, quand il y a une instruction qui porte sur le terrorisme, c'est une instruction criminelle. Mais à l'arrivée, le juge d'instruction peut disqualifier et renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel. Mais je pense qu'une détention provisoire de 4 ans ne peut être qu'une détention criminelle. Sinon, si, comme je l'ai dit, si c'est un délit, au bout de 6 mois, si l'instruction n'est pas clôturée, évidemment, l'article 127 bis s'opère et s'applique, et là, la personne est libérée d'office par l'administration pénitentiaire. Mais au départ, c'est une instruction criminelle. Et là, je voudrais rappeler également, il faut me le permettre, c'est vrai que c'est un élève, on peut tenter de le comprendre et tout, mais en réalité, c'est l'infraction de base qui saisit le juge d'instruction. Et il faut également que nos juridictions, surtout nos juridictions d'instruction, soient dotées de moyens assez suffisants pour pouvoir, même si on est dans le cadre d'une détention illimitée, mais faire le travail pour ramener le délai à des délais raisonnables, parce qu'en droit, on a ce qu'on appelle le il faut un peu d'humanisme aussi, non? Oui, bien sûr, mais l'humanisme ne vient qu'avec des textes. Il faut réformer les textes. Parce que le juge également, parfois, il faut le comprendre, il a les mains liées. Quand le juge a les mains liées, quand le juge n'a pas les moyens qui lui permettent d'accélérer son instruction, il est évident qu'on tombe dans la situation des longues détentions. Donc il faut combiner tout, réformer les textes, mais également renforcer les moyens des juges d'instruction. C'est ça qui nous permettra un peu d'éviter ces longues détentions. Très bien. On termine avec vous, Maître Hassan Diomandjaye. Quelle solution vous préconisez pour un meilleur système judiciaire face à de pareils cas, notamment également pour protéger la présomption d'innocence? Oui, je salue mon confrère Papsen. Je pense qu'il a soulevé l'archaïsme. Un système ankylosé, sclérosé. Nous avons appelé depuis longtemps à des réformes. Mais pour autant, on est d'accord que nous n'avons pas une limitation légale en matière de détention provisoire en matière criminelle. Comme en Guinée, même en Guinée, vous ne pouvez pas être détenu pendant plus de 2 ans. Dans d'autres pays, nous n'avons pas un juge des libertés et de la détention
qui serait différent du procureur, qui pourrait contrebalancer les pouvoirs exorbitants du procureur, qui a un rôle prépondérant en matière d'information. Si le procureur s'oppose à votre mise en liberté provisoire, vous ne pouvez même pas sortir. Mais pour autant, je pense, comme vous l'avez rappelé, la justice, quand même, elle est rendue par des hommes. La justice, c'est la souplesse, c'est la flexibilité, c'est la proportionnalité. Quand au départ, on se dit qu'on le poursuit pour acte de terrorisme, apologie, il va attaquer les États-Unis, Israël. Mais qu'on se rend compte, après l'audition au fond, que ce jeune ne peut même pas sortir de son lycée. Mais le juge doit s'ajuster, doit préserver d'autres droits. Déjà en 2015, j'avais saisi le doyen Mao Semou Diouf pour qu'on l'autorise à aller faire son bac, même sous escorte. Mais même ça, on n'a pas permis à Sayer d'aller faire son bac alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Je crois qu'on doit revenir quand même à des basiques, quelle que soit l'imperfection des textes. Les juges ont des pouvoirs d'appréciation. Ils ne doivent pas simplement se limiter à des incriminations pléthoriques, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État. Les procureurs, ils adoptent une incrimination très large. Mais le juge doit pouvoir, après une appréciation des faits, s'ajuster et voir quels sont les droits à préserver, faire preuve de proportionnalité. Malheureusement, nous avons donc un problème structurel, mais un problème d'état d'esprit de nos juges. Et je crois qu'il nous faut vraiment aller vers les états généraux comme le maître Sidiki Kaba l'avait recommandé et qu'on n'a jamais eu finalement. Merci beaucoup maître Hassan Diomandjaï, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci également à maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme. Midi 46, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principales informations. Les violences faites aux femmes, plus de 800 plaintes enregistrées à Mbour en 7 mois. Les maris et les coépouses au box des accusés. Les problèmes d'état civil. La boutique des droits humains de Ziguinchor propose un plan spécifique de restructuration. Des centaines d'enfants sont sans pièces d'état civil, surtout dans les zones les plus affectées par le conflit casamancé. Et puis en politique, Talassi, la candidat à sa propre succession, le maire de Thiès compte briguer un deuxième mandat lors des élections locales de décembre prochain. Merci à Aliouba à la mise en onde. Merci à Georges Détié Diop à la réalisation. Oui, tout de suite, allô présidence. Merci chez vous et bonne écoute. Téléphone Spark